j'espère que je n'écorche pas votre nom. Chouglaris. Monsieur le professeur Pradel, soyez les bienvenus. L'Assemblée nationale a désigné une mission d'information avec deux députés, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition. Un peu une première. Et nous sommes en train de réunir les avis, les conseils, les opinions de multiples personnalités afin de bien vouloir nous éclairer sur le problème fondamental dans une société qui est celui de la révision des condamnations pénales. Chacun comprend bien qu'il y a deux grands principes qui s'opposent. D'un côté, l'autorité de la chose jugée, fondement bien évidemment de l'état de droit, et de l'autre côté, fondement non plus simplement de l'état de droit mais de l'humanité, qui fait qu'il ne doit pas y avoir d'innocents en prison. À partir de ce moment-là, comment peut-on faire? Certes, d'abord au moment où les décisions sont prises, mais surtout au moment où, ayant été prises, il se trouve qu'un certain nombre de personnes se trouvent innocentes et en prison. Nous avons eu avec Georges Fenech un chiffre qui nous semble intéressant, qui nous a été donné par l'une de nos administratrices. Il y a eu 64 acquittements sur 1200 personnes rejugées entre 2003 et 2005. C'est-à-dire que nous avons voté en 2000 le double degré d'appel en matière de cour d'assises. Et donc, nous avons pu constater que sur 1200 personnes qui ont utilisé ce droit d'appel, 64 qui avaient été condamnées ont été acquittées sur 3 ans. À ce chiffre, on doit en opposer un autre, qui est celui des décisions de cour d'assises qui ont été suivies d'une décision d'acquittement le plus souvent, 8 depuis 1945. Donc moins d'une tous les 10 ans, alors que là, nous en avons 64 en 3 ans. Vous me direz que ce n'est pas la même chose, puisque ce n'est pas forcément sur un fait nouveau, je le sais bien. C'est le même dossier en appel de cour d'assises qui est évoqué, bien sûr. Mais quand même, ça interpelle fortement. Deuxième chose qui nous interpelle fortement, c'est que malgré tous les progrès de la police scientifique, en particulier, nous avons entendu ce matin, de l'ADN, découverte colossale des temps modernes, nous n'avons eu pratiquement aucune incidence. Pratiquement aucune. Ce ne sont pratiquement pas sur des problèmes d'ADN que les personnes ont été acquittées après avoir été condamnées. C'est le plus souvent parce qu'on a retrouvé, à la suite d'une déclaration d'elle-même, le véritable coupable. Savoir l'affaire Machin, par exemple. Donc nous aimerions avoir sur ces différents problèmes votre opinion. Que faut-il faire? Nous sommes en quête de vérité avec Georges Fenech. Et nous déposerons une proposition de loi l'an prochain. Ça concerne aussi bien la protection des preuves, ça concerne aussi bien les personnes susceptibles de saisir la commission de révision, les pouvoirs de celle-ci, les pouvoirs de la Cour de révision, les pouvoirs de la commission de réexamen. Que faut-il transformer? Nous sommes dans cette quête de vérité. Voilà, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important. Je donne la parole à Georges Fenech. Mon collègue Alain Tourret a bien posé les problématiques qui nous intéressent dans le cadre de cette mission parlementaire. À mon tour, je tiens à vous dire toute ma satisfaction de vous recevoir aujourd'hui. Donc, Alexandre Juliaris, dans sa qualité de délégué général de l'Institut pour la justice, qui regroupe quelques 70 000, je crois, adhérents, 400 000 sympathisants, ce qui n'est pas rien. Et nous vous
connaissons surtout pour vos travaux et votre implication pour la reconnaissance du statut de victime, notamment dans le procès pénal. Donc votre point de vue nous intéresse au premier chef, et je me réjouis tout particulièrement de la présence de monsieur le professeur Jean Pradel, qui est un des experts au sein de cet institut, qui a une très très longue expérience de ces questions-là. Je me permets de relever que avant-hier, vous avez fêté vos 80 ans. C'est pas un jour. Voilà, donc bon anniversaire. Hein, et tout cela pour vous dire que votre longue expérience, très riche, nous sera extrêmement précieuse. Je vous cède la parole. Permettez-nous, je parle aussi au nom de M. Pradel, permettez-nous également de vous remercier, M. Fenech, M. Tourret, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à cette audition et à cette mission. Nous sommes ravis de pouvoir vous donner un avis complémentaire sur cette mission d'information sur les révisions des condamnations pénales. Cette mission nous semble très intéressante, car tout comme il est insupportable aux citoyens que les dysfonctionnements de l'autorité judiciaire restent sans réponse, il est tout à fait inacceptable d'envisager qu'il puisse y avoir des innocents condamnés, voire pire, être placés en détention. Nous souscrivons tout à fait à ce point de vue. Si cette mission permet d'éviter ne serait-ce qu'une seule incarcération d'un innocent, elle aura, à notre sens, rendu un grand service à l'autorité judiciaire et au fonctionnement de notre justice. Dans le même temps, nous tenons à dire qu'il ne faudrait peut-être pas laisser croire que notre justice se montre d'une sévérité implacable en tout temps et en tout lieu, mais il s'agit au contraire de mener un débat sérieux et éclairé, comme vous l'avez fait tout au long des auditions précédentes, pour moderniser et améliorer tout ce qui touche aux révisions des condamnations pénales. J'aimerais à ce propos évoquer tout d'abord quelques chiffres en complément de ceux que vous avez cités. Entre 1989, date de la création de la commission des révisions des condamnations pénales, et le 31 décembre 2008, soit 19 ans en tout, la commission de révision a reçu 2713 requêtes. 1657 d'entre elles ont fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, 822 de rejet et 71 saisines de la Cour de révision ont été menées. Ces 2713 requêtes sont à mettre en perspective avec les centaines de milliers de condamnations prononcées chaque année en matière de crimes et de délits. Je ne vous assommerai pas avec le total des condamnations au cours de ces 19 années, mais il nous apparaissait important de mettre en perspective ces chiffres, tout simplement pour, dans un premier temps, se satisfaire en partie du système français. C'est-à-dire que ces 2713 requêtes paraissent bien peu au regard des nombreuses condamnations prononcées, et c'est heureux, parce que ça veut dire que dans l'ensemble, l'institution judiciaire fonctionne plutôt bien. Et ce système judiciaire français s'appuie sur des évolutions législatives qui sont allées, à notre sens, dans le bon sens, pour éviter des erreurs judiciaires et la condamnation d'innocents. Je vous ai parlé effectivement de la loi de 1989, qui a déjà présenté une innovation importante, puisque le doute sur la culpabilité a remplacé la preuve de l'innocence. Donc ça a déjà permis, en tout cas en termes de texte, une amélioration. L'instauration d'un droit d'appel des décisions de cour d'assises, vous évoquiez un certain nombre de chiffres tout à l'heure, a permis de réduire le nombre, grâce à l'appel, le nombre de condamnations potentielles d'innocents et de l'incarcération de ces innocents. Cependant, vous connaissez ces chiffres et vous les avez cités, il y a eu seulement 8 condamnations criminelles et 39 condamnations correctionnelles qui ont été révisées depuis 1945. Face notamment au stock, là encore considérable, des condamnations globales. Donc on peut, face à ces chiffres, faire deux hypothèses qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui peuvent expliquer cet état de fait. La première, je l'ai évoqué, c'est de penser que la justice fonctionne plutôt bien. En tout cas, qu'elle permet d'éviter, dans une certaine mesure, de condamner des innocents. C'est notamment les bienfaits du système inquisitoire français par rapport au système accusatoire.
Et puis, le bénéfice du doute bénéficie, notamment en cour d'assises, plutôt aux personnes qui sont condamnées, puisque le doute vient éviter des incarcérations, des condamnations injustes. L'autre option, complémentaire sans doute, c'est de considérer que la justice peut avoir du mal à reconnaître ses erreurs, alors que comme toute institution humaine, elle est par principe, par essence, faillible. Des personnes peuvent être responsables d'erreurs, d'appréciations, de fautes, et donc il faut pouvoir le dire et pouvoir éventuellement le sanctionner. À cet égard, le peu de réussite quant à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les citoyens nous semble accréditer l'idée que l'institution judiciaire a parfois une certaine difficulté à reconnaître ses erreurs, ses fautes. Nous considérons à l'Institut pour la justice que l'autorité judiciaire a au contraire tout intérêt à reconnaître ses erreurs. Parce que parfois, l'opinion publique peut avoir le sentiment d'une certaine forme de corporatisme, ou en tout cas de blocage, de refus de rendre compte de manière totalement transparente aux citoyens. Et cette manière d'agir, ce refus parfois de reconnaître des erreurs, nous semble la principale cause de l'éloignement, du rejet, de l'insatisfaction des citoyens à l'égard de l'autorité judiciaire. Nous sommes donc favorables à une plus grande transparence, à une plus grande écoute. Vous l'avez dit, Monsieur Fenech, Monsieur le député, à un meilleur accompagnement, un meilleur traitement des victimes. Mais nous sommes également tout à fait favorables à ce que les révisions des condamnations pénales soient plus nombreuses si il est besoin que cela soit mis en place, parce que c'est le principe même du fonctionnement de la justice qui est au cœur de cette problématique, c'est l'apparition de la vérité, vérité judiciaire et vérité tout court. Nous y reviendrons sans doute au cours de notre échange, et avant de laisser la parole à Monsieur le professeur Pradel, je tenais d'ores et déjà à vous dire que nous sommes favorables, pour ce qui est de l'Institut pour la justice, à ce que la victime ait toute sa place au cours des travaux de la commission et de la cour de révision des condamnations pénales, et nous allons même, j'allais dire, plus loin, puisque nous considérons, et les modalités peuvent être discutées, nous considérons que la victime doit pouvoir, elle aussi, saisir cette cour de révision lorsqu'un doute sérieux et grave sur le bien-fondé de la décision d'acquittement en matière criminelle uniquement a été prononcé. C'est une proposition nouvelle, innovante. Il n'est pas question de faire de la cour de révision une voie de recours supplémentaire, mais simplement lorsque des faits nouveaux, des éléments nouveaux seront apparus, il nous apparaît nécessaire que la cour de révision puisse également traiter de ces questions. Mais je vais dès à présent céder la parole à Monsieur le professeur. Messieurs les députés, permettez-moi de vous dire tout le plaisir et l'honneur que je ressens à comparaître devant votre haute instance. Je commencerai par une question qui s'adresse à vous deux, peut-être plus spécialement à M. Touret. Comment dois-je procéder? Voulez-vous que je vous pose quelques questions précises en vous donnant mon sentiment? Je pense que c'est cela. Que préférez-vous, messieurs? J'ai listé 8 questions, 8 points, et si vous voulez... Oui, c'est vrai. Voilà. Bon. Bien. De points qui vous sont chers, et à partir de ce moment-là, c'est à nous de vous poser des questions pour pouvoir obtenir une justification ou si faire se peut, ou bien alors une démonstration sur tel ou tel point qui n'aurait pas été évoqué. Alors, une première question est celle-ci. Actuellement, nous avons donc une commission et après une cour de révision. Faut-il garder cette dualité ou faut-il fondre en un seul organisme ces deux entités actuelles? Ma réponse est extrêmement claire et je serai ici conservateur. Il faut, je crois, garder cette dualité. Il faut la garder pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça fonctionne bien. La deuxième raison, c'est que la fonction de la commission en premier, n'est pas exactement la fonction de la deuxième organisme. En effet, cette commission est en fait une sorte de chambre d'instruction.
qui apprécie les preuves et qui la vraisemblance de la condamnation ou sont mal fondées et qui en même temps sert de filtre. Alors que la seconde juridiction, qui est la Cour de révision, a une fonction plus proche de ces juridictions de jugement. Et si je puis faire une comparaison, est un peu imparfaite, je dirais un peu que la commission est un juge d'instruction, alors que la Cour est un peu une chambre de l'instruction. Ce qui me conduit donc, d'une part, à garder la dualité actuelle, mais ce qui me conduit quand même à faire quelques réflexions complémentaires. La première, c'est que je trouve qu'on devrait changer l'appellation de la commission de révision. Pourquoi pas l'appeler commission d'instruction des requêtes aux fins de révision, par exemple. Et c'est un peu sémantique, je reconnais un peu. Et puis, secondement, je crois qu'il faudrait insister davantage sur le rôle essentiel de la commission. C'est-à-dire qu'il faudrait bien montrer nettement qu'elle peut ordonner des expertises. Le mot expertise n'apparaît pas. J'ai encore relu hier et ce matin les articles 122 et suivants. On dit bien qu'elle a tout pouvoir, mais je crois qu'il serait bon de le dire. Peut-être même, pourrait-on aller au-delà, et renvoyer carrément aux articles 81 et suivants sur le jeu d'instruction, ce qui concerne ce rôle de la commission. Pourrait-on même aller encore plus loin et rendre possible, ce serait mon souhait personnellement, rendre possible que la commission saisisse le procureur général de la Cour de cassation, près la Cour de cassation, pour que celui-ci, à son tour, ouvre une information lorsqu'une affaire est très complexe. On est comme des affaires très, très complexes. L'affaire Sécher, toute récente, on a eu un roman, une histoire que nous connaissons tous, où un avocat et une personne qui a été condamnée scandaleusement. Et là, c'est vrai qu'il y avait des investigations à faire, même s'il n'y a pas d'ADN. Bon. Voilà donc là-dessus, sur cette question de la confusion, de la non-confusion, mon sentiment, gardons la dualité, mais apportons quelques précisions. Second point, quelle est la meilleure composition pour la commission et pour la Cour? Pour la commission, c'est assez simple. La loi est précise, le code est précis, 5 membres, tous membres de la Cour de cassation. En revanche, pour la Cour de révision, la loi, le code, ne précise pas le nombre de magistrats, ni leur nature. Alors ici, il y a 2 questions qui se posent pour la Cour. La première, c'est que est-ce qu'on pourrait introduire des jurés? Là encore, je vais être très classique, très net. Je suis non pas contre les jurés, de principe bien sûr, mais je suis contre l'extension du jury à ce genre de procédure. Je crois qu'il ne faut pas mettre le jury ici. Pour une raison de principe, pour une raison aussi que ça ne marche pas toujours très bien. Souvenez-vous des expériences sur les citoyens assesseurs récemment. Bon, j'avoue que j'ai lutté contre ça. Et puis, il faut se dire aussi que si on met des jurés à la Cour de révision, ils vont être parisiens, puisqu'elle siège à Paris, cette Cour, elle siège à la Cour de cassation. Donc ce sera des jurés parisiens, on ne va pas prendre des jurés de Corse ou de Marmande ou de Bayonne, ça coûterait trop cher et puis ça posera difficulté. Donc, niette pour le jury. Alors, deuxième question, pour cette Cour, combien de personnes? Parce qu'au fond, le code est très laconique là-dessus. Je pense, je ne suis peut-être pas très original là-dessus d'ailleurs, je pense qu'il faudrait prévoir des conseillers pris dans chaque chambre. Par exemple, 2 conseillers pris dans chaque chambre, il y a 6 chambres, ça ferait 12. Il faut penser à la parité. On ne peut pas, dans une cour à 12, ça se fait pour la cour d'assises, mais avec une majorité spéciale. Là, nous n'aurions pas la majorité spéciale ou la majorité de faveur. Donc, il faudrait voir 13 personnes. On pourrait prendre une personne de plus, peut-être 3 membres qui viendraient de la chambre criminelle et 2 membres qui viennent des autres chambres. Voilà, c'est une simple proposition. Il serait bon aussi, je crois, que ces membres, qui seront élus par l'Assemblée générale, bien sûr, aient un passé pénal. Je veux dire par là, il serait bon qu'ils aient fait du pénal, qu'ils étaient innocents ou pas, parce que quand on arrive à la Cour de cassation, même si on arrive à la chambre commerciale, chambre sociale, on a souvent été un petit peu substitut pénal au début de sa carrière, ou juge d'instruction, ou même conseiller dans une chambre de l'instruction. Voilà donc ce que je pense. La troisième question, faut-il distinguer entre faits nouveaux et éléments inconnus? La loi, dans le filet de 622, donne ces 2 indications. Et ici, j'avoue que j'ai quelques difficultés à m'exprimer parce que je sens mal la différence entre le fait nouveau et l'élément nouveau. Alors, il semblerait que l'élément soit plus vaste que le fait. Peut-être, mais ce n'est pas très précis. Je me demande, moi, si le mieux ne serait pas, et ça c'est ce que je propose, de partir d'un autre concept très large, qui serait celui de données nouvelles.
Alors à ce moment-là, on ne parlerait plus, on peut à la limite laisser les choses telles qu'elles sont actuellement, mais je préférerais que l'on parle de données nouvelles, et on pourrait le définir ainsi. On pourrait parler de données nouvelles, inconnues des premiers juges, et qui, si elles avaient été connues, auraient pu modifier leur jugement. Donc données nouvelles, inconnues des premiers juges, et qui, si elles étaient connues, ou au pluriel, c'est un pur données nouvelles, auraient pu changer ou modifier leur décision. Autre question, celle du doute. Alors oui, le doute, est-ce qu'on peut parler d'un doute léger ou s'il faut qu'un doute sérieux? Moi, je me refuse beaucoup à établir une échelle du doute. Pour moi, dès qu'il y a un petit doute, il y a un doute. Je ne vois pas comment on peut vraiment distinguer le grand doute du petit doute. Là, ça devient une espèce d'alchimie, de subtilité, qui est peut-être propre aux mathématiciens, mais qui nous travaillons des sciences humaines, et ça me paraît très difficile de distinguer comme ça. Moi, je pense que là-dessus, il faut s'attacher à une conception in concreto. D'ailleurs, les magistrats qui connaissent de ces points de révision apprécient in concreto, et puis dès qu'il y a un doute, sérieux certes, ça pourrait entraîner l'annulation de la condamnation. Mais ne parlons pas de doute futile léger, parce que si on introduit la notion de doute futile léger, ou de doute léger, ou de doute quelconque, on aura des débats. Des personnes vont dire « Ah, mais là, le doute n'est pas léger, il est quand même très important, on n'a vraiment pas la preuve. » Il y aura des discussions sémantiques, genre sexe des anges, et on n'en sortira pas. Donc moi, je crois qu'il faut garder l'idée de doute et lui donner son caractère in concreto, espèce par espèce. Autre question, quel rôle apporter à la partie civile dans la révision? Je dis d'abord que pour moi, la partie civile, ce n'est pas tout à fait la victime. La victime peut quand même se passer partie civile. Auquel cas, bien sûr, la victime simple aura moins de droits que la partie civile, si on veut accorder le droit à la partie civile. J'observe d'abord que l'article 625, alinéa 3, le Code dit déjà que la Cour de révision statue en présence des parties civiles. Mais en présence, ce n'est pas très important. Ça donne aux parties civiles un rôle très neutre. Elles sont témoins, elles sont là, elles assistent, elles peuvent émettre peut-être. Je crois qu'il faut aller plus loin. Premièrement, je crois que la partie civile devrait être consultée, toujours, être consultée sur une remise en liberté lorsque les juges envisagent une remise en liberté. Et là, je pense qu'on peut également l'accorder à la simple victime. Parce qu'imaginez que le procédure de révision est en branle et les magistrats décident de la mise en liberté, une affaire de viol, par exemple. Bon. Et puis alors, personne revient donc chez elle, et elle rencontre sa victime dans l'escalier ou dans le jardin de la résidence s'il y en a. Donc là, je crois qu'il faudrait que la partie civile, et même la victime cette fois, soit consultée, quitte à ce que les juges ne suivent pas son avis, certes, mais qu'elle soit consultée sur l'opportunité d'une mise en liberté avant décision finale. Première chose. Secondement, je crois que la victime, partie civile cette fois, nécessairement civile, doit être entendue nécessairement lors de la procédure de révision. Il faut qu'elle soit entendue nécessairement parce que finalement, la justice implique 3 seules personnes. Les magistrats, bien sûr, l'accusé ou le prévenu, c'est surtout l'accusé qui m'intéresse, et puis la victime. La victime ne comptait pas en 1810. On assiste à une lente ascension de la victime. En 1810, on a uniquement la victime de l'infraction. Et maintenant, on a la victime de la procédure. Nouveau concept qui est assez récent. La victime de procédure, c'est assez récent, c'est de 70, même pour détention provisoire abusive. C'est pas si vieux, mais en 70, voire Pleven. Donc je crois qu'il faut aller plus loin, et j'irai même encore plus loin, et là je sais que je ne serai pas suivi par beaucoup de monde, je pense qu'il faudrait admettre la révision, même in défavorem. Et à ce moment-là, on pourrait introduire la victime. En tradition française, la révision ne joue que in favorem. C'est-à-dire que quelqu'un a été condamné et puis il apparaît après que ce n'était pas bien fondé. Mais je trouve, moi, qu'on devrait également, je suis un peu répressif, et là je suis un peu moderniste, ou je ne sais pas, je trouve qu'on devrait également consacrer une révision in défavorem, quelqu'un qui a été acquitté à tort, une fois, la victime pourrait, ou le parquet bien sûr aussi, le garde des Sceaux, pourrait agir pour qu'il en soit ainsi. 2 raisons.
La première, c'est que je ne vois pas pourquoi on ferait le cadeau uniquement dans un sens. La vraie justice est aussi bien côté sévérité que côté douceur, c'était douceur. Deuxième argument, vous avez des quantités de droits étrangers qui admettent les deux révisions. L'Allemagne, traditionnellement, la Suisse, traditionnellement, et l'Angleterre depuis 4 ans. Il y a une affaire importante en Angleterre qui a été jugée il y a 3 ans d'une personne qui avait été acquittée, scandaleusement, et le directeur of Public Prosecutions, le procureur anglais, qui en est l'équivalent, a lancé une poursuite pour annuler le verdict d'acquittement. Elle a eu 20 ans, la personne. Et je suis peut-être un peu sévère, mais je trouve que ça serait juste. Voilà. Mais je sais que beaucoup de personnes sont contre, et de façon générale, la doctrine française ne le sera pas, mais je le dis quand même, je donne mon avis. Puisque vous voulez mon avis, je vous le donne, messieurs. Autre question, la motivation pour les cours des arrêts d'assises. Là, je suis très embêté. Très embêté parce qu'on se trouve en face de problèmes et qui vont pas tous dans le même sens. J'observe premièrement que la Cour de cassation, la Cour de Strasbourg et que notre Cour constitutionnelle, on dit pas besoin de motivation. La procédure est suffisamment bien faite, l'accusé est là, il a son avocat, obligatoirement même, contrairement à la correctionnelle, et on a tous les éléments qui font que, c'est pas en information, il y a une instruction avant par hypothèse en matière criminelle, donc on a tous les moyens pour avoir une bonne justice. Bon. Donc, est-ce qu'il faut la motivation? Secondement, c'est que la motivation n'est pas commode. Petit a, parce que les jurés ne sont pas des professionnels, évidemment, même pour ça qu'on les recrute. Et petit b, parce qu'il peut y avoir, j'en ai quelques exemples personnels, j'étais magistrat pendant une dizaine d'années avant d'être professeur de droit, avant d'avoir mal tourné, si vous voulez, il y a parfois des oppositions, des guerres de tranchées, je sais par des confidences, sans détail bien sûr, des guerres de tranchées entre les jurés qui veulent ceci et les magistrats qui veulent cela. Alors ça pose des problèmes, excusez-moi, mais des sacrés problèmes très très difficiles. La motivation, bon, on l'a fait parce que maintenant elle est prévue par la loi et qu'on sommes des gens disciplinés, on obéit aux lois même si ça ne nous plaise pas. Ça, c'est évident. Mais enfin, ça pose quand même de sacrés problèmes. Et d'ailleurs, la Cour de cassation, j'ai eu les derniers arrêts, notamment de décembre 2012, qui se contente d'un minimum vital, si vous voulez, attendu que, etc., il y a tel et tel fait. Bon, de là, on déduit que c'est motivé et puis que la culpabilité est certaine. Quand on regarde les arrêts de la Cour de cassation, d'affaires récentes qui sont passées parfois d'ailleurs en plus à la CEDH, après, on voit que la motivation, elle est vraiment réduite au strict minimum. Quoi vous dire encore? La conservation des faits, des scellés. Oui, on est pris entre deux feux. D'abord, on peut avoir besoin des scellés. Ce sont des preuves, c'est exemple. On peut avoir besoin des scellés, même plusieurs années après, en cas de procédure de révision. D'un côté, les scellés, ça embarrasse au sens matériel, ça prend de la place. Puis les scellés, ça se détériore. Il y a l'humidité, il y a les rats, il y a les courants d'air, il y a les vols, que sait-on jamais dans les greffes, ça arrive parfois. Et donc, on est un petit peu embarrassé. Alors, je pense que certains ont évoqué l'idée selon laquelle le procureur essaierait de supputer s'il va y avoir ou pas, peut-être une révision, à ce moment-là, une procédure de révision, à ce moment-là, on pourrait allonger le temps. Je trouve que c'est un petit peu subjectif tout ça. Moi, je proposerais, je suis convaincu qu'à moitié cette fois, très franchement. Jusqu'à présent, j'étais très convaincu, là, un peu moins. Proposer en matière correctionnelle qu'on garde les scellés au moins 5 ans, et quand il y a criminel, on les garde au moins 10 ans. Par contre, ce qui serait très bon, c'est qu'on fasse à la demande des parties un enregistrement systématique. Ça ne se fait pas actuellement, dans des cas très particuliers, les archives historiques de la justice, mais ce serait particulier. Et je crois que si une partie, y compris la partie civile, demande d'un enregistrement des débats, en prévision, en portefeuille, en cas de ce qui pourrait se présenter dans quelques années après, à ce moment-là, je crois qu'il faut le faire. La technologie est suffisamment évoluée aujourd'hui pour que l'on puisse envisager la chose. Dernière chose, alors deux petites choses en marge de cela. La première, c'est que non, il ne faut pas, à mon avis, étendre des révisions aux contraventions de 5e classe. 5e classe, non. Non, pour 2 raisons. La première, c'est qu'une contravention de 5e classe, ce n'est pas infamant du tout. C'est pas infamant du tout. La deuxième raison, c'est qu'on risque d'avoir un embouteillement, un surcroît d'affaires. On va dépenser beaucoup d'énergie pour se faire qui n'en fait pas la chandelle. Voilà. Des mimes sont curat prétor, en quelque sorte. Voilà. Et dernière idée, je pense qu'il faudrait étendre le droit de saisir la commission. Actuellement, il y a le garde des Sceaux en priorité, puis il y a la famille. Bon.
et le condamné, bien sûr, sa famille. Il faudrait ajouter certainement le pacsé, certainement. Et il faudrait ajouter aussi, à mon avis, le procureur général, y compris celui de la cour d'appel, parce que lui connaît le dossier, le procureur général. Je parle des affaires qui sont allées aux assises. 75% vont aux assises. C'est des affaires importantes. Je n'exige pas la correctionnelle. On peut très bien demander une révision après être condamné à 5 ans d'emprisonnement. Mais ça vaut le coup, même, c'est bien ça. Mais aux assises, le procureur général, par hypothèse, connaît affaire. Et donc, je trouve assez normal que le procureur général puisse agir, et même d'ailleurs, la victime, partie civile. Voilà, messieurs, j'ai été un peu au pas de course. Je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Je suis à votre disposition pour répondre à... Oui, merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur le professeur. Vos interrogations recoupent les nôtres. Nous n'avons aucune opinion arrêtée. Nous engrangeons audition après audition afin de pouvoir nous faire notre avis. La Cour de cassation, dans ses rapports, elle attire notre attention sur les problèmes suivants. Première chose, c'est l'enregistrement, vous en avez parlé. L'enregistrement, actuellement, il est facultatif. Or, de nombreux avocats nous ont expliqué, de manière très surprenante pour moi-même qui ai exercé cette profession pendant 40 ans, que pour ne pas déplaire aux différents magistrats, ils ne demandaient que très rarement l'enregistrement des audiences. Avec Georges Fenech, nous avons été très surpris, mais c'est une réalité. C'est pourquoi il nous apparaît, là c'est quelque chose qui... Et c'est à la demande de la Cour de cassation également, que l'enregistrement doit se faire de manière systématique devant la Cour d'assises. Que les arguments matériels ne tiennent pas, ça se fait désormais à l'instruction, ça se fait à peu près partout en Europe, donc ça serait incontestablement un très grand progrès. Pour les problèmes du film, ça peut être autre chose. Peut-être faudrait-il réserver cela à ce qu'on appelle les procès historiques. Là, c'est indispensable, c'est pour l'histoire qu'on enregistre cela. Le rôle du greffier, la Cour de cassation en parle souvent. Faut-il que ce soit simplement des références, ou bien alors, comme normalement ça doit se passer devant le tribunal correctionnel, il doit y avoir normalement un script total. Et ça semblerait bien qu'il y ait un script total qui vienne accompagner l'enregistrement sonore, car ainsi on pourrait savoir qui prend la parole, à quel moment, à quel minutage et tout. Donc ça serait incontestablement un très grand progrès. En ce qui concerne le problème des scellés, nos réflexions sont très proches des vôtres. Il faut absolument conserver les scellés pendant un temps suffisant. Parce que dans les grands dossiers dont on nous a parlé, les scellés ont pratiquement tous disparu. Dans le dossier Le Prince, il restait un scellé. Évidemment, comment peut-on savoir s'il y a un fait nouveau s'il n'y a plus de scellé? Alors là, celui qui y arrive, il a bien de la chance. J'aimerais avoir votre sentiment sur l'une des propositions. On a globalement, éliminons les problèmes des conservations de scellés qui sont déjà prévus par des textes, dont on nous a beaucoup parlé ce matin. Des scellés sur 10 ans, 20 ans, effectivement, selon que ce sont des problèmes d'ADN, de prise de salive. Bon. Essayons de voir pour un certain nombre d'autres scellés matériels. Une proposition de loi a été faite pour nous demander de les conserver pendant 30 ans. Ça nous semble excessif. Et une autre proposition qui nous a été faite, ça serait de les garder pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, le procureur serait amené à réinterroger les parties. De deux choses l'une, soit plus personne n'y trouve intérêt et on détruit,
soit l'une des parties y trouve un intérêt. À partir de ce moment-là, le procureur donne son avis, qui serait susceptible éventuellement d'un appel, soit devant la cour de révision. Enfin, voilà un peu l'idée qui pourrait être faite. Ça permettrait de ne pas coûter trop cher, en tout cas. Voilà, c'est un élément essentiel, ça. Et puis, il y a le problème de la motivation. Monsieur le professeur, vous êtes un professeur de droit. Je voudrais qu'on aille plus loin dans le cadre de notre discussion. Première réflexion. Est-il concevable qu'une décision criminelle soit moins bien motivée qu'une décision délictuelle? Parce que finalement, c'est à ça qu'on arrive. Deuxième question. Est-ce que les obstacles dont on nous parle sont vraiment déterminants? On me dit, oui, mais le juré, tous les jurés, on ne sait pas ce qu'ils auraient éventuellement pensé, comment peut-on les associer? Mais chaque fois qu'il y a une décision collégiale, il y en a bien un qui prend la décision de rédiger, ce n'est pas forcément celui qui est en accord avec le sens de la décision. Voilà, c'est comme ça. Que cela se passe sur le plan pénal avec 3 magistrats, sur la cour de renvoi avec 5 magistrats éventuellement. Le président de la cour de renvoi, il ne demande pas à tel magistrat qui va rédiger. Est-ce que vous êtes d'accord? Il dit, vous rédigez comme ça, et puis c'est comme ça. C'est le président qui, à partir de ce moment-là, c'est son statut, doit soit lui-même rédiger, soit imposer la rédaction. Alors il y a un délai, bien évidemment, parce qu'on comprend bien qu'il est déjà prévu le délai, il est de 3 jours. Il est sans doute insuffisant. On pourrait proposer 10 jours. Mais comment peut-on, surtout à partir du moment où la CEDH va tôt ou tard condamner lorsqu'il n'y aura pas de motivation sur le montant même de la peine? Vous êtes condamné pour le même fait à 8 ans et pour le même fait à 30 ans. Vous avez quand même le droit de savoir pourquoi. Non, mais or, ce n'est pas prévu. Pour la peine, ce n'est pas prévu. Donc, admettez que nous autres législateurs, après tout, on n'est pas liés par ce qui est prévu ou pas prévu. Nous, on est là justement pour changer la loi. Bon, donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, sur la motivation qui nous est proposée par la loi de 2011, elle est vraiment à minima. À minima. Et le dernier arrêt, dans l'arrêt Agnolet qui a condamné la France, dit que, a priori, cela peut paraître suffisant, mais chacun sait que lorsqu'une juridiction aussi importante dit a priori, dans 2 ans, elle est plus liée par son a priori. Et qu'on sera condamné à tous les coups, dans les 2 ou 3 ans, pour ce problème d'insuffisance, qui est un problème important parce qu'il concerne le réexamen, parce que c'est surtout dans le cadre du réexamen que ça a lieu. Voilà un peu, je voudrais avoir votre opinion, parce que vous êtes un juriste respecté, sur est-ce que vraiment vous estimez qu'il est impossible de motiver une décision criminelle comme une décision délictuelle? Je dis simplement que c'est plus difficile qu'en matière correctionnelle parce qu'il y a des jurés et parce qu'il y a une autre règle que je n'ai pas dit tout à l'heure mais que je dis maintenant, c'est celle du secret. C'est que chaque juré, comme chaque juge d'ailleurs, les 6 jurés et les 3 juges en première instance, votent en secret. Donc ça rend très difficile. Troisième difficulté de fait, et ça je suis d'accord avec vous, il faut passer de 3 jours à 10 jours, vous avez tout à fait raison. Dans les cours d'assises, vous avez parfois 10 accusés et il y a 200 questions, 300 questions, 500 questions. Alors à ce moment-là, il faut évidemment répondre à beaucoup de choses. Je crois qu'une motivation est souhaitable, effectivement, je crois, malgré que les 3 grandes cours, la nôtre, les 2 nôtres et puis celle de Strasbourg, ont dit ce n'est pas la peine. Hein. Je dis, voilà. Je sais que ça a arrangé beaucoup de juges, je sais. Oui, mais la France a été condamnée à de multiples reprises pour ne pas le respecter. Alors, vous comprenez que, voilà, bon. Et encore cette année, 5 fois en début d'année. Bon. Et il nous a été proposé, je voudrais avoir votre opinion là-dessus, qu'il y ait une obligation pour les avocats de déposer des mémoires
au début du dossier criminel, au moment où les assises s'ouvrent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas aussi du tout à ça. Ça fixera des bornes, on saura vraiment où on va. Alors, dernière question, pour rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur le député, tout à l'heure. Vous avez dit que c'est vrai qu'il y a une motivation pour la culpabilité, pas pour le quantum de la peine, c'est vrai. Mais là, j'ai peur que si on entre dans la motivation sur le quantum de la peine, on va avoir des clauses de style. Les faits sont graves, donc ça mérite. Il n'a pas de regret, donc il mérite plus, etc. Voyez-vous. Il n'a pas cherché à réparer sa victime, donc on va avoir des clauses de style qui vont pas apporter grand-chose, moi je crois. Moi je crois que l'important c'est la motivation de la culpabilité, sur la culpabilité. C'est mon sentiment, monsieur le député. Oui. Ben écoutez, oui. Oui. Moi, je vous remercie d'avoir abordé tout le spectre de cette réforme en préparation. Toutes les questions, vous avez répondu et donné très clairement votre position. Simplement, je voudrais, en complément des questions posées par Alain Touret, relever un petit paradoxe, si vous permettez. Vous nous dites il faut élargir la composition de la Cour de révision à toutes les chambres de la Cour de cassation, et pas uniquement donc la chambre criminelle, 3 chambres criminelles, de façon à obtenir un nombre impair, puisque le délibéré, le vote aura lieu à la majorité. Et en même temps, vous rajoutez, mais ça serait quand même bien que parmi les autres magistrats des autres chambres, ils aient fait un petit peu de pénal quand même. Je trouve qu'il y a un petit peu un paradoxe parce que finalement, l'ouverture aux autres chambres, c'est pour avoir un regard un peu neuf, si on a un regard de civiliste, de commercialiste. Bon, il n'y a pas forcément l'écueil, en fait, pour se dire les choses très clairement, c'est le soupçon un peu je dirais pas du corporatisme, mais comment vous dire, je ne trouve pas le terme, le soupçon qui pèse sur la chambre criminelle, stricto sensu, d'avoir à rechercher toujours le soutien, de venir en renfort des décisions de pénalistes dont eux-mêmes ont exercé ces fonctions, la plupart. Donc, je ne vois pas bien l'intérêt, et puis comment d'ailleurs, comment aller rechercher dans la carrière des uns et des autres, s'ils ont fait du pénal et à quel niveau. Pensez-vous pas qu'il faut simplement dire que toutes les chambres soient représentées à hauteur de 2 conseillers par chambre, sans aller rechercher quel est le statut, la carrière de ces magistrats. Vous voyez? Oui, effectivement, on peut très bien raisonner comme ça. Je voulais simplement mettre l'idée qu'il faut un regard neuf avec une expérience ancienne. Et c'est vrai que tous les conseillers, les chambres commerciales, sociales et droits civils, ont bien fait un peu de pénal dans leur vie. De toute façon, je crois quand même qu'une expérience de quelques années de pénal n'est pas mauvaise. Ça On n'enlève est quand même rien. sur le plan pénal. Oui, oui. Sur le plan pénal. En tout cas, l'important, c'est que vous estimiez qu'il fallait ouvrir la composition. J'ai noté aussi une formulation intéressante qui recoupe d'ailleurs un peu celle des juridictions internationales. Quand vous dites, vous parlez de données nouvelles, alors inconnues des premiers juges et qui auraient pu modifier la décision. Oui, ça rejoint une décision dont Alain Touret va peut-être vous donner lecture, la formulation qui a été retenue par la Cour pénale internationale et qui est à peu près dans le sens de votre formulation. Comme ça, on évite de mots frais Oui. et éléments, quoi. Non, ce n'est pas sur la notion de données nouvelles, c'est sur la notion qui aurait pu modifier la décision. Qui aurait pu modifier. Pas forcément, 84. Qui aurait pu. C'est l'article 84 du statut de la Cour pénale internationale qui parle de découverte d'un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès et qui, s'il avait été établi, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent. Oui, vous n'en êtes pas loin. Donc ça, c'est une notion qui a été adoptée par la conférence diplomatique de Rome en 1998 avec des juristes du monde entier. Qui donne sa force. Et puis, je voudrais enfin remercier Alexandre Juliaris d'avoir
répondu et fait part de son point de vue, et notamment insisté sur la place de la victime dans ce procès également, dans cette révision criminelle. Et nous avons bien noté votre souhait de voir la partie civile et la victime associées au stade de cette procédure. C'est bien cela. Dans une espèce d'équilibre, comme la Grande-Bretagne, la Suisse et l'Allemagne, nous avez-vous rappelé. Voilà, il me reste à vous remercier. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur. Merci, messieurs, de nous avoir entendus.